Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical et bienvenue sur l'invité. Toutes nos excuses pour les différents rendez-vous manqués. Ce dimanche, chers amis internautes, nous reprenons avec le rituel. Ce dimanche, je reçois pour vous Jacques Migan. Il est ancien bâtonnier, il est acteur politique, membre du bureau politique du parti politique Bloc républicain. Avec lui, nous allons passer en revue l'actualité sociopolitique du pays. Nous parlerons de la tenue des élections législatives de 2023 pour le 8 janvier 2023. Notamment, nous évoquerons les enjeux de ce scrutin. Nous parlerons de la démocratie au sein du parti politique Bloc républicain qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis quelques jours, voire quelques mois. Et en fin d'émission, si le temps le permet, nous effectuerons quelques commentaires sur les interrogations, quoique légitimes, du respectable confrère Alain Focard sur le modèle démocratique africain. Il a commenté lors d'une vidéo qu'il a émise sur sa page YouTube la démocratie importée, les démocraties électoralistes, et s'est interrogé de savoir si on doit faire de l'alternance au pouvoir un dogme. Notre invité de ce matin va essayer un peu de décrypter et de donner sa position sur ces différents sujets qui sont d'actualité, notamment en Afrique. Bonjour à vous, Jacques Migan. Bonjour, Monsieur Kader. Merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation, malgré l'agenda chargé et malgré également toutes les conditions qui y concourent. Non, je crois que c'est toujours un plaisir chaque fois que je peux partager avec ceux qui nous écoutent sur le plan national, voire sur le plan international. Alors, Jacques Migan, tout est clair désormais au Bénin. Le 8 janvier 2023, les Béninois se rendront aux urnes pour élire les députés de la 9e législature. D'entrée de jeu, dites-nous, en tant qu'acteur politique, quel regard portez-vous sur cette décision qui a été prise, sur cette décision qui acte en fait le processus de concrétisation de ce scrutin, et dans la classe politique, quel est le constat que vous faites? Non, je crois qu'il faut déjà constater que les élections sont, depuis la session de M. Patrice Talon aux responsabilités, sont organisées à bonne date. Ça, c'est déjà le premier point important. Et après la révision de la Constitution, il a été demandé que les élections législatives se fassent en 2023 et plus précisément, comme vous l'aviez rappelé, le 8 janvier. Et vous avez constaté que le délai de mandat de ces futurs députés jusqu'aux élections présidentielle de 2026 est un mandat qui respecte les normes. Et c'est des élections importantes, parce que ces élections vont déterminer et permettre, je dirais même, le parrainage de ceux qui voudraient, en 2026, être aux élections présidentielles, aller aux élections présidentielles. C'est aussi des élections, comme cela s'annonce, importante, parce que nous n'aurons pas que deux partis comme nous l'avions connu en 2019. Justement, lorsque vous dites que nous n'aurons pas deux partis politiques, oui, en tant qu'acteur politique, au regard du constat que vous effectuez sur la scène politique, est-ce que vous sentez l'opposition être apte à participer à ce scrutin? Vous savez, ce que je sais, l'opposition aujourd'hui a déjà participé aux élections communales, puisque nous avons des conseillers, nous avons des maires. Foscori Point Bénin émergent, que je sache, ils ne sont pas de la mouvance. Et n'étant pas de la mouvance, ce qu'il faudrait plutôt voir, est-ce que d'autres participeront aux élections, comme les démocrates? Parce que nous avons aujourd'hui 15 partis politiques. Et tous ne sont pas de la mouvance. Et certains se sont fondus dans d'autres partis comme l'UDBN. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous n'aurons plus deux partis comme l'UP, comme le BR. Nous aurons les démocrates. Et ils l'ont annoncé. Et j'espère, je souhaite qu'ils participent aux élections. Nous avons déjà Foscori pour un Bénin émergent qui a déjà participé aux élections. Est-ce que vous pensez que le climat leur est favorable, en toute honnêteté? Vous savez, si le climat n'était pas favorable,
Foscori Pouembene émergent n'aurait point participé aux élections communales de 2020. Les élections communales Lorsqu'on municipales. entend certains acteurs politiques, notamment militants du Parti politique Les Démocrates, certains d'entre eux estiment qu'il y a de la ruse politique qui est mise en œuvre pour toutefois, chaque fois, les écarter d'un scrutin. Est-ce que si leur propos s'avérait, est-ce que ça s'avérait justifié, est-ce qu'il n'y aura pas encore une ruse politique pour ne pas les voir? Vous savez, j'ai eu une émission il n'y a pas longtemps sur une télé, pour ne pas la nommer, avec M. Attiadé, qui est quand même un grand responsable du parti Les Démocrates. Donc il a bien précisé que les démocrates seront aux élections. Mais lorsque vous parlez de ruse, je l'ai tout le temps dit, il n'y a pas de ruse. C'est au niveau légal, j'entends dire. Si vous remplissez les conditions fixées par la loi, mais c'est normal qu'on vous laisse participer aux élections. Mais s'il se confirme comme ce que nous avions vécu en 2019, les gens n'ont pas participé aux élections législatives, pas parce qu'il y a eu ruse, mais parce qu'ils n'ont pas respecté ce qui est prévu par la loi. Il en est de même de ces partis de la mouvance, parce que la loi en son temps avait prévu des critères bien déterminés, mais qui n'ont pas été respectés. Je persiste et je continue à le dire. Et bon, aujourd'hui, les critères et les conditions sont remplies, ce qui permet aux démocrates, ce qui a permis à Foscori Pouembene émergent d'avoir participé aux élections communales municipales, comme je le disais, en 2020. Alors, si ces conditions sont réunies, prévues par la loi, je ne crois pas qu'on pourrait parler de ruse. Non, 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 non. Ben, ça fait partie du système, de la stratégie, je dirais, de dire la ruse. On peut aussi parler de la ruse en ce qui concerne les autres. Pour certains qui, pour des raisons X, boycottent les élections. Mais ça fait partie. Pourquoi on ne dit pas ils ont boycotté? Est-ce que vous pensez qu'en 2019, des gens avaient boycotté l'élection? Je ne dirais pas ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas participé parce qu'ils n'ont pas rempli les conditions. Ils auraient bien voulu. Il vous souviendra, le problème qui s'était posé, c'était d'avoir des membres fondateurs. Or, certains n'avaient pas bien lu, je continue à le dire, les tests, et ont cru qu'on allait faire avec l'ancien test. Quand vous prenez par exemple Foscori à l'époque, Foscori avait des membres très importants qui dépassaient les 1155 prévus ou 15 membres par département, ils en avaient. Et seulement... 15 par commune. Par commune, pardon. Mais seulement, ils n'ont pas respecté et faire comme ce qui est prévu par le code électoral et en présentant les membres fondateurs en se figeant, je dirais, sur la loi précédente qui demandait 10 membres fondateurs par département. Alors, Maître Migan, nous émettons sur la toile et donc tout ce qui passe sur la toile, nous avons quand même une attention particulière dessus. Sur la toile, des citoyens, que ce soit au plan national comme vivant à l'étranger, disent par exemple que si le régime en place laisse l'opposition compétir, notamment les démocrates plus précisément, que vous, au sein de la mouvance, vous aurez du pain sur la planche pour convaincre les populations. Vous savez, à l'heure où nous parlons, ce qui se vit, c'est plutôt une ruée vers les partis de la mouvance. C'est une ruée et cela se vit chaque jour en ce qui concerne le bloc républicain. Que l'on soit de Foscori Pouembene émergent, que l'on soit de parti les démocrates, les membres de ces partis ayant constaté tout le travail abattu par le pouvoir soutenu par le bloc républicain, soutenu par l'Union progressiste et puis d'autres partis de la mouvance, préfèrent plutôt suivre le porteur, permettez-moi l'expression, je m'en excuse, d'herbe, plutôt que de suivre le porteur de bois. Et vous le savez très bien, mes compatriotes ne sont pas des moutons, loin de là. C'est des gens qui ont le discernement, mais qui ont constaté que celui qui est là, soutenu par le bloc républicain, c'est l'homme à suivre. C'est ce qui permet à certains aujourd'hui, après discernement, ceux de bloc et ceux de les démocrates ou ceux de Foscori, d'aller vers les partis de la mouvance. Et cela se vit presque tout le temps. Et il en sera ainsi jusqu'aux élections législatives où nous allons vivre cette ruée
des partis de l'opposition vers les partis de la mouvance. Alors, Maître Migran, est-ce que vous pensez que ces adhésions que vous évoquez tout à l'heure, ces migrations politiques sur la scène politique, est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'approbation de la vision de Nord ou d'un soutien opportuniste, notamment à cause des élections en vue? Vous savez, Est-ce que vous pensez que ceux qui vont vers les partis de la mouvance oui. soutiennent véritablement Patrice Talon parce qu'ils épousent la vision de Patrice Talon de lutter contre la corruption, de lutter contre l'impunité, d'accroître un peu les cantines scolaires, tout ce qu'il fait, ou il s'agit de personnes peut-être qui sont à la recherche d'un parapluie politique ou d'un mieux-être politique, tout simplement? Vous savez, nous sommes dans le réalisme, nous sommes dans un autre esprit de faire la politique. La politique maintenant, ce n'est pas de l'opportunisme. On tient compte de ce qui est en train d'être réalisé, de ce qui est en train de se faire. Et les gens, c'est ce que je le dis. Et quand vous écoutez mes compatriotes, quand vous écoutez les compatriotes du nord au sud, de l'est à l'ouest, ce qu'ils apprécient, c'est les réalisations, c'est les actions. C'est ce qui est en train de se faire. Le Bénin est en train d'être bâti, effectivement. Ce n'est pas Patrice Talon, c'est ce que fait Patrice Talon. Et son gouvernement, selon son temps. Parce que vous ne pouvez pas demander aujourd'hui à quelqu'un qui a attendu depuis 1960 de pouvoir bénéficier de l'eau potable, la voir et ne pas applaudir, et de ne pas apprécier, et de ne pas suivre lui ou ceux qui sont en train de le faire. Il en est de même de tout au niveau, sur le plan social aujourd'hui, sur le plan économique aujourd'hui, sur le plan culturel aujourd'hui, sur le plan politique même, je dirais, aujourd'hui. Non, les gens ne vont plus à la mouvance parce qu'ils auront un poste quelque part, parce qu'ils vont détourner de l'argent. Non, ou bien qu'ils trouveront de l'argent facile. Ils viennent, ils soutiennent parce qu'il y a du concret, qu'ils vivent, ils marchent sur des routes, ils ont des sports, ils ont des marchés qui sont en train d'être construits, des hôpitaux qui sont en train d'être réalisés, qui sont en train d'être réhabilités. Donc tout ça les amène à dire que celui qui est là aujourd'hui, c'est l'homme qu'on attendait depuis 1960. Et je crois que je ne dis pas que les précédents n'ont rien fait, loin de là. Par contre, s'ils avaient fait ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, je crois comme les pays asiatiques, qui étaient des pays pauvres et qui continuent, qui ont émergé, je crois que le Bénin aurait fait un grand bond. Bon, que voulez-vous, il faut que ça commence quand même un jour. Je vous dis que ce qui est en train de se faire depuis 2016, c'est extraordinaire. C'est formidable. C'est extraordinaire, c'est formidable. Alors, quel commentaire avez-vous à nous faire sur ceux qui émettent des doutes sur la crédibilité de ce scrutin lorsque ils évoquent le fait que la Cour constitutionnelle soit contrôlée par le professeur Joseph Diaguenou, dont on a quand même connaissance des rapports qui existaient avant 2016 entre les deux hommes, lorsque la Commission électorale nationale autonome Sénat est contrôlée par Saka Lafia, qui fut ministre de l'Intérieur du président Patrice Talon. Est-ce que vous pensez que ceux qui disent que le scrutin est un vin déjà tiré? Non, monsieur le journaliste, ce que vous devez constater, ce n'est pas la première élection qu'on organise au Bénin depuis la cession de M. Patrice Talon aux responsabilités. Nous avions organisé des élections en 2019, en 2020 et en 2021. Et je crois qu'en termes de contestation, je vous laisse voir vous-même. Regardons et vous constaterez que le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Puisque celui qui est aux responsabilités, ce n'est pas l'homme, Diaguenou, qu'il faut voir, c'est la loi. Et je le dis encore, lorsque les lois sont bien votées, lorsque les lois réglementent, on n'a pas de problème. Vous avez, à un moment donné, on a l'impression, nous avons toujours l'impression de voir l'homme. Est-ce que c'est un Togolais qu'on irait chercher pour devenir président de la Cour constitutionnelle? Et Diaguenou n'est pas le seul. Ils sont un certain nombre. Reprenez les décisions qui sont remplies, soit des décisions de droit commun ou des décisions en rapport avec les élections législatives. Non, c'est des décisions qui sont réellement objectives, fondées en droit. Donc, je ne crois pas qu'il faille tout le temps regarder l'homme. Il faut regarder les lois. Et en vous nommant à un poste de responsabilité aujourd'hui, dans ce Bénin d'aujourd'hui, vous vous effacez
en tenant compte de la loi. Et vous respectez la loi. Joseph Djobenou et tous les membres de la Cour constitutionnelle sont tenus de rendre leurs décisions en respectant la loi. Et c'est la loi qui est au-dessus de nous tous. À partir, depuis le premier béninois de base jusqu'au sommet en ce qui concerne le chef de l'État, nul n'est au-dessus de la loi, comme j'aime souvent le dire. Donc, il ne doit pas y avoir de problème. Au contraire, on nous regarde. Et le Bénin, qui est en train de se construire, ce n'est pas seulement dans le seul domaine économique, c'est au niveau aussi de la liberté d'aller et venir. C'est la liberté d'expression. C'est la liberté, c'est le développement culturel. Avec ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, est-ce que vous imaginez ce que ce gouvernement est en train de faire dans tous les domaines, tous azimuts? Moi, je le dis en regardant 3 siècles. Vous imaginez ramener nos patrimoines pour leur donner une vie. Or, ces actes, ce patrimoine, ils vont vivre. L'art, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout perdu, lorsqu'on a tout fini, lorsqu'on n'a plus rien. Et ce temps les ramener, c'est notre histoire. Leur donner une âme. Vous imaginez faire ce travail, ça contribue aussi au développement et c'est applaudi par et ceux de la mouvance et ceux de l'opposition. Le bâtonnier Doussou l'a dit et j'ai apprécié ce qu'il a dit. Quand on fait bien, il faut l'approuver. Quand on fait bien, il faut l'apprécier. Et cela n'en change en rien à sa conception, à sa vision politique des choses. Mais ce n'est pas que ça. Quand vous prenez l'ancien Premier ministre Zinsou, mais il apprécie sur le plan économique. Et pourtant, il est de l'opposition. Et nous avions vécu ces jours-ci, ces dernières semaines, un rapprochement qui se fait, que ce soit au niveau du président Boniaï, que ce soit au niveau du président Soglo, en cherchant, en rencontrant, je dirais, le président Patrice Talon. Ça veut dire que les Béninois ont compris. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit de rapprochement ou de circonstances ayant occasionné des rencontres? Je ne dirais pas des circonstances. C'est parce que vous ne me direz pas quand même que le président Boniaï, qui, excusez-moi le terme, est fâché à un moment donné. Mais c'est un président qui a compris l'enjeu, je le disais tout à l'heure, parce qu'il a compris que celui qui est aux responsabilités aujourd'hui, le président Patrice Talon, c'est un homme d'unité. Ce n'est pas, pourquoi va-t-il lui en vouloir? L'objectif, il a compris, le président Boniaï, que le président Patrice Talon, en fait, c'est celui pour qui le développement compte. Il n'est pas là pour un règlement de compte, non. Tout le monde a compris, que ce soit le président Boniaï, que ce soit l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou, que ce soit le président Soglo, leur préoccupation aujourd'hui, c'est que le Bénin évolue. Et moi, personnellement, je me réjouis. Et je le dis tout le temps aux gens que l'objectif du président Patrice Talon, c'est de pouvoir, avec nous tous, tout le monde, sans exception, construire le Bénin de ce jour. Vous ne pouvez pas construire le Bénin dans la désunion, mais dans la paix. Et c'est cette paix qui l'emmène aujourd'hui à avoir autour de lui tout cela. Et il faut que ça continue. Et je pense que tout le monde viendra, mais en se rapprochant, en rencontrant. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas soit de l'opposition, soit de la mouvance, soit neutres, je dirais même. Mais c'est les actes qui sont posés, qu'ils apprécient, qu'ils applaudissent. Alors, parlons de paix, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure. En 2019, nous avons connu les circonstances dans lesquelles les élections législatives se sont déroulées. Le scrutin lié aux élections communales, nous avons vu également. La présidentielle, c'est encore très vif dans les souvenirs. Jacques Migan, dites-nous, quelles sont les assurances qu'on peut avoir aujourd'hui qu'en 2023, on aura des élections sans remous politique? Vous savez, le simple fait d'avoir ces partis politiques qui ont respecté les normes, les tests, ça augure déjà de ce que seront les élections de 2023. Je crois que quand vous prenez un parti comme les démocrates, mais ils ont compris l'enjeu. Leur préoccupation aujourd'hui, c'est de créer les conditions pour aller aux élections, participer aux élections. Et ils veulent gagner. Et moi, je m'en réjouis. Et on verra, c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Moi, je ne peux pas ici, sur ce plateau, dire ils bavardent. Non, mais je sais une chose, c'est qu'ils tiennent à non seulement participer
à ces élections de 2023, mais avoir aussi des députés comme les autres partis de l'opposition et de la mouvance. Je crois que c'est en cela qu'il faut comprendre qu'il y a une assurance pour que les élections de 2023 se passent dans de très bonnes conditions. Et je puis vous garantir que c'est des élections qui vont se faire dans une ambiance festive. Et j'en suis convaincu parce que quand je vois ce qui se passe, les préparatifs des uns des autres, ça me permet de m'exprimer en ces termes. Les élections de 2023, les conditions sont en train de se réunir, et sont réunies même déjà, je dirais, parce que nous ne sommes plus à un an de ces élections. C'est le 8 janvier, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce qui m'amène à dire que ça va être des élections apaisées. Oui, c'est des élections fêtives. C'est des élections où les choses se feront dans le calme plat. Et nous n'aurons plus ce que nous avions connu en 2021, en 2020 et en 2019. Et je m'en réjouis personnellement, parce que c'est l'œuvre de quelqu'un. Il faut le saluer. Alors Maître Migran, puisque nous avons encore d'autres sujets à aborder, une dernière question par rapport à ce point lié aux élections législatives. Vous avez dit tout à l'heure, et tu ne l'as pas laissé ça dans la mémoire des acteurs politiques les plus avertis, que 2023 est hautement déterminant de ce qui va se passer en 2026. Cela augure que les prochains jours seront très mouvementés sur la scène politique. Alors, au niveau de la mouvance présidentielle, quels sont les enjeux qui concourent par rapport à ces élections-là? Vous savez, nous voulons démontrer en 2023 que si les députés de la législation de la 8e législature sont là, nous allons confirmer leur présence aux prochaines élections législatives, pour démontrer aux gens que c'est des élections où les gens sont arrivés parce qu'ils méritent ces responsabilités. Nous ne créons personne au niveau de la mouvance. Nous ne créons personne parce qu'il y a un travail qui se fait. Et étant des soutiens aux actions et réalisations du pouvoir en place, je crois que nous allons aussi récolter les fruits. Et ça va de soi quand même. Parce qu'on sait ce que nous sommes en train de faire à travers le gouvernement qui est en place aujourd'hui. On sait ce que ceux qui sont dans l'opposition ont fait lorsqu'ils étaient aux responsabilités avant 2016. Les Béninois ont un discernement, ils comparent. Et c'est ça qui permettra à ces Béninois, comme je le disais tout à l'heure, de voter pour nous. Parce qu'ils ne sont pas quand même des gens qui n'ont pas de discernement. Ils savent ce qui est bien pour eux. Et c'est ça qui fait que nous sommes sereins au niveau de la mouvance. Nous sommes sereins, mais cette sérénité ne nous empêche pas de continuer le travail d'information, de sensibilisation. Nous allons vers le peuple et nous continuons vers le peuple, surtout nos jeunes aujourd'hui. Vraiment, il y a un travail fort qui est en train de se faire, en tout cas en ce qui concerne mon parti, quel que soit le jour, quelle que soit la semaine, pour aller vers le peuple et expliquer au peuple que ce qui est en train de se faire ira encore plus loin à travers leurs doléances. S'ils constatent que ce qui est en train de se faire mérite correction, mérite d'autres informations, doléances, mais nous sommes prêts, c'est nous qui recueillons. C'est nos députés nos députés recueillent et nous les soumettons à qui de droit, c'est-à-dire au pouvoir, au gouvernement qui est là. Et vous observez dans tous les domaines sans exception, les analyses, les réflexions, les sensibilisations, tout ce qui se fait par la mouvance, soit ses députés, soit ses conseillers, soit son peuple. Mais c'est formidable. La preuve, il n'y a pas de week-end, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de week-end, puisque c'est souvent les week-ends où nous assistons à des meetings qui se font, ou des déclarations qui se font par ceux de l'opposition pour dire nous voulons rejoindre, faire le pas vers la mouvance, vers le bloc républicain surtout. Et c'est le bloc républicain, je ne vous cache rien, qui reçoit le plus de gens qui quittent l'opposition. Mais ce qu'il faudrait aussi, M. Kader, il n'y a pas que les militants, il y a aussi les responsables de ces partis qui quittent leur parti aujourd'hui. Quand vous prenez l'exemple de M.
Kérékou, vous me direz qu'on l'a suspendu. Mais suspendu, c'est une chose. Radié est une autre chose. Mais ils ne volent plus avec ces partis aujourd'hui. Quand vous prenez aussi le responsable président d'honneur de ce parti, Boni Yayi, je ne dirais pas qu'il a rejoint la mouvance. Mais quand vous analysez, c'est parce qu'il faut avoir un parti de l'opposition. Sinon, le regard qu'il tourne vers les actions et les réalisations du président Patrice Talon en dit long. Donc, à vous entendre, est-ce qu'on peut déduire que pour vous, Boni Yayi est très admiratif de la vision de développement de Patrice Talon? Je l'affirme. Je vous dis, je l'affirme. Oui, très admiratif parce que, comme on le dit, ce n'est pas parce que lui n'a pas fait cela qu'il dirait de l'autre qu'il est mauvais. Et j'apprécie même, il n'a pas dit, mais à travers son comportement, je crois que à tout seigneur, tout honneur, comme on le dit, c'est ce qu'il dit. Je n'invente rien et tout le monde sait que j'apprécie cette honnêteté du président Boni Yayi. Parce qu'on ne fait pas cette démarche comme, je n'en sais rien, c'est comme si c'est pour du beurre. Non, c'est pas pour du beurre. Et, écoutez, non, il faut être sincère et apprécier la démarche du président Boni Yayi. Il faut même l'applaudir. Et je vous ai donné, il n'y a pas que Boni Yayi, le président Boni Yayi. Vous avez aussi l'ancien président Zinsou, Lionel. Ce n'est pas nouveau. L'ancien Premier ministre, pardon. Ce n'est pas nouveau. Lui, il a toujours, en tant qu'économiste, approuvé, félicité tout ce que le gouvernement du président Patrice Talon est en train de faire. Vous ne les entendrez pas dire ils ont mal fait. Non. D'ailleurs, quand vous prenez l'opposition aujourd'hui, cette déclaration se résume à quoi? C'est toujours les mêmes refrains pour certains. Faites sortir tel, faites sortir tel. Mais vous n'aviez pas, ils n'ont rien à proposer. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire, et en bien. Donc, est-ce que vous avez entendu, alors nous parlons, M. Houndete, qui est le président de ce parti, du parti politique les démocrates, dire, quand moi je serai là, je ferai ça, 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 ça. Il n'y a plus d'espace. Alors, il n'y a plus d'espace pour eux. Jacques Migan, nous sommes un peu pris par le temps. C'est vrai qu'il y a d'autres aspects que j'aurais bien et bien voulu aborder avec vous, notamment par rapport à cette affirmation que vous faites que Boni Yayi est très admiratif de la vision de développement de Patrice Talon. Je crois que nous aurons encore d'autres occasions, si votre agenda le permet bien évidemment, de se retrouver pour aller plus en détail. Alors, nous allons parler de votre formation politique, le Bloc républicain, qui cristallise l'attention depuis quelque temps. La démocratie au sein du BR, qu'en est-il aujourd'hui? Monsieur Kader, un seul mot, bien. Elle se porte bien puisque vous n'entendez pas parler de ce qu'on appelle, je viens de vous dire que les gens viennent vers le Bloc républicain. Ça veut dire que le Bloc républicain se porte bien. Je vais même dire très bien. Parce que si tel est que le Bloc républicain ne se porte pas très bien, nous n'aurons pas des militants que nous avons. Ils auraient choisi d'autres partis. Mais la ruée, c'est surtout vers le Bloc républicain. Et les gens ont constaté que le Bloc républicain est un parti à qui il faut faire confiance. Et quand on parle de parti à qui il faut faire confiance, il faut aussi voir ses dirigeants. Justement, parlons des dirigeants, puisqu'on a comme l'impression que les gens... il y a eu beaucoup de démissions aussi. Ces temps-ci, il y a eu des démissions d'acteurs politiques qui, dans leur démission, même si parfois leurs lettres de démission parfois prennent une tournure d'être teintées d'hypocrisie, ils disent que les dirigeants ne gèrent pas bien le parti politique, pour être appelé un chat un chat. Est-ce que vous, Jacques Migan, vous pensez que les dirigeants ne sont pas véritablement efficaces dans la gestion du parti politique? Vous savez, je suis non seulement membre du Bloc républicain, mais membre du bureau politique. Oui, mais le présidium. Quand vous parlez du présidium, vous savez, je suis un juriste et je travaille à partir des actes. Je vous mets au défi de me dire, et vous l'avez dit subtilement, en ce qui concerne les lettres de démission et consorts, non. Et quand vous en trouverez, comme je le dis toujours, qui sont ceux-là? Est-ce que vous en connaissez? Est-ce que vous en connaissez? Et je vous ai dit aujourd'hui, c'est fini. Quand vous constatez que quelqu'un, pour des raisons X, si cela se confirme, c'est parce que cette personne a fait montre d'opportunisme.
pensant qu'en entrant au bureau, au bloc républicain, ils accéderaient à ceci ou à cela. Non, c'est fini cette histoire. Quand on est dans un parti, ce n'est pas pour accéder pour être député. Sinon, tout le monde voudrait être député. Ce n'est pas pour être conseiller. Sinon, tout le monde voudrait être conseiller. Non, c'est pour travailler pour le développement du pays à travers le parti. C'est pour être dévoué, c'est pour être disponible. Si vous avez une compétence, vous mettez cette compétence au service du parti. Mais pourquoi vouloir venir au bloc républicain pour accéder à un poste de responsabilité dans la fonction publique? Non. Si vous avez déjà un poste, mais occupez ce poste et continuez à travailler. Monsieur Kader, c'est ce que je dis souvent aux gens, on ne rentre pas dans un parti politique par opportunisme, mais parce qu'on a une vision, parce qu'on croit en la vision, à l'idéologie du parti, parce qu'on croit en cela. Et aujourd'hui, je continue à soutenir, je prends mon cas, je ne suis à aucun poste de responsabilité. Ma préoccupation, chaque fois que je suis dans ma circonscription, de la 19e circonscription, même des fois je vais dans la 20e, c'est pour travailler en tant que militant. Je milite et je vais faire un travail, je n'ai pas besoin d'être à un poste de responsabilité pour le faire. Et dans le même temps, on a besoin de responsables à la tête pour conduire le parti. Et à ce jour, permettez-moi de vous le dire, nous n'avions pas celui qui est à la responsabilité, c'est l'homme qu'il faut. Je n'arrête pas de le dire. M. Biotane, c'est l'homme qu'il faut. Et il gère correctement ce parti politique. Je mets au défi, quand celui qui pourrait dire de manière objective que M. Biotane ne gère pas bien, il n'est pas le seul, ils sont un certain nombre. Nous avons un monsieur élection, en la personne de M. Kassa. Il faut être dans le parti pour apprécier ce qu'il est en train de faire. Il faut être dans le parti pour voir les uns les autres à leur poste de responsabilité. Non. Et s'il se confirme que quelqu'un, pour des raisons personnelles, élève une contestation, mais nous savons comment le régler quand ça concerne le parti. Mais quand c'est à titre personnel, pourquoi voudriez-vous que nous nous penchions sur ça? Non. Je prends un exemple. Peut-être que c'est de ça que vous parlez, monsieur l'honorable Zoumarou. Justement, oui, ça fait la une des journaux, vous savez, jeudi et vendredi dernier. Est-ce que je peux vous dire ceci? Je vais résumer son problème, son cas, en une phrase. C'est la fin. C'est tout. C'est la fin. Je ne dis pas plus. La fin de quoi? Mais d'une carrière politique, cela s'entend. Ou si vous préférez, en un mot, retraite. Biotane n'est pas le parti politique. Biotane, il ne milite pas, il n'est pas affilié à Biotane, il est affilié au parti. Biotane, comme je le dis, c'est un homme. Il a son côté, sa personnalité, et son charisme. C'est un chef. Qu'on lui en veuille, peut-être pas, parce qu'il est le secrétaire général. Mais si c'est pour des raisons privées, en quoi cela gêne et dérange le parti politique? Donc, je vous ai dit, c'est un homme. Alors Maître Megan, lorsqu'on y voit de près, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont quitté le BR. Il y a des jeunes qui ont quitté le BR. C'est vrai qu'il y a eu des adhésions également. Mais ces jeunes estiment qu'il y a de ces vieux, si on peut le dire ainsi, qui font ombrage aux jeunes. Alors, nous sommes à la porte, à quelques jours des élections législatives. Sur la toile, beaucoup de jeunes espèrent et soutiennent que le président Patrice Talon puisse renvoyer les carrières politiques quand même à la retraite afin de permettre à une nouvelle génération de jeunes politiques de venir aux affaires. Au Bloc républicain, quelle est la politique que vous mettez en œuvre pour permettre à ces jeunes-là d'être véritablement à l'aise, de ne pas se sentir grugés? Monsieur Kader. Ou instrumentalisés. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Le parti Bloc républicain, c'est reconnu sur le plan national. C'est le parti des jeunes, c'est le parti des femmes. Et c'est le parti où les gens adhèrent. Et qu'est-ce qu'on n'appelle pas jeune? Jeune, c'est jusqu'à 65 ans. Et c'est le parti où les jeunes arrivent en masse. Et tout le monde le reconnaît, tout le monde
aujourd'hui l'admet. Même si les adhésions sont supérieures Oui. aux démissions, Oui. les démissions sont quand même des pertes. Non, vous savez, en politique, c'est vrai que c'est l'addition, c'est la multiplication. Mais je vous dis que c'est le contraire. C'est le contraire qui se passe aujourd'hui, où les adhésions que nous avons, c'est les jeunes. Et surtout les jeunes. Maintenant, en politique, je suis d'avis et je suis d'accord, parce que l'avenir est aux jeunes. Et il faut effectivement permettre à ces jeunes d'accéder aux responsabilités. Mais un jeune, comment vous l'entendez? Ce que disent nos jeunes, c'est que nous avons certains qui ont déjà, je ne sais pas, en termes de gestion du pouvoir, plus de 10 ans, plus de 15 ans, plus de... Enfin, depuis... Vous avez été plusieurs fois à l'Assemblée nationale. Plusieurs à l'Assemblée nationale. C'est une question d'équité. Donc, il faut effectivement permettre à ces jeunes... Mais ce n'est pas parce que quelqu'un qui a 64 ans, 63 ans, 40 ans, il fait partie de ceux-là qui peuvent effectivement y accéder. Et on a besoin de deux personnes, enfin d'une personne qui remplirait les conditions de dévouement, de compétence, de disponibilité. Alors, Maître Bigan, pour finir cet aspect, encore deux petites questions. Est-ce que vous approuvez la volonté de certains citoyens de voir, lors des élections législatives de 2023, beaucoup de jeunes positionnés, de consacrer la fin des carriéristes politiques, de consacrer l'émergence d'une nouvelle classe politique au cours de ce scrutin-là et le positionnement de beaucoup de femmes, puisque elles revendiquent beaucoup plus ce droit-là et vous rappellent que c'est parce que la loi a prévu 24 femmes qu'il faut se limiter à 24. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que mon parti est un parti composé essentiellement sur toute l'étendue du territoire et de jeunes et de femmes. Donc, et si nous, on a aujourd'hui cette lutte pour permettre aux femmes d'être légion aux responsabilités à divers niveaux, à l'Assemblée, conseillers, postes, bref, je crois que c'est encore le parti Bloc républicain. Mais justement, c'est nous qui militons. Est-ce que vous, en tant que membre du bureau politique, est-ce que vous allez approuver une décision au niveau du bureau politique qui vise, par exemple, à mettre hors de la liste, par exemple, des acteurs politiques, députés qui ont été déjà, par exemple, plus de 2 fois à l'Assemblée nationale ou déjà plus de 3 fois? Vous savez, notre préoccupation, elle est claire. Elle correspond à ceux qui sont à même de pouvoir faire le job. Nous ne tenons pas compte des critères de certains qui pensent que cela doit se faire ainsi. Le parti Bloc républicain réagit et fait conformément à ce qui a été décidé par son bureau politique. Après avoir consulté, bien entendu, la base. Après avoir écouté le peuple. Donc, notre préoccupation aujourd'hui, c'est de faire une place effectivement aux jeunes, puisque nous avons en grande partie les jeunes qui composent le Bloc républicain. Et une grande place aussi aux femmes. Et qui sont ceux qui sont aux responsabilités, M. Kader? C'est les jeunes. Regardez. Regardez. Peut-être qu'au niveau de l'Assemblée nationale, ça va changer. Mais quand vous prenez au niveau de nos communes, mais en grande partie, je dirais la presque majorité, c'est les jeunes, c'est les femmes. Ce sont les jeunes et les femmes. C'est les femmes. Alors, et j'apprécie énormément, c'est le parti qui a... regardez nos mères. Nous avons des femmes qui sont mères. Alors, ainsi de suite. Des femmes qui sont mères, des jeunes et des femmes, vous le dites si bien. Oui. Donc, l'espérance des uns et des autres, c'est de voir, lors du positionnement, que le BR, par exemple, donne une liste exemplaire, c'est-à-dire une liste qui est essentielle. Nous allons surprendre. Vous allez surprendre. Nous allons surprendre et les gens vont apprécier. Ce serait une belle surprise que, et vous allez voir, j'ai utilisé 3 mots. Disponibilité, dévouement, compétence, et j'ajoute confiance. Alors, Maître Bigan, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez suivi le journaliste Alain Foka sur sa page YouTube, notamment lorsqu'il s'interroge sur l'échec de nos démocraties africaines? Quels commentaires vous en faites de cette vidéo de façon générale, globale? Est-ce que vous pensez que le diagnostic qui a été fait est pertinent? Je vous remercie sincèrement d'évoquer ce cas. Ce qu'a dit M. Foka est pertinent, mais je suis resté sur ma faim.
je suis resté sur ma faim parce que quand je l'écoutais avec, je ne sais pas, j'étais fasciné par ce qu'il disait parce qu'il me disait, mais voilà quelqu'un qui dit ce qui est. Mais je m'attendais à ce qu'il parle du Bénin et qu'il donne l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui depuis 2016. En ce qui concerne, parce qu'il a surtout évoqué les élections. Or, vous serez d'avis avec moi que aujourd'hui, le Bénin a fait de gros efforts pour ne pas rentrer dans cette dépense folle comme ce qu'on vit dans les pays, surtout de l'Afrique centrale, au Cameroun, un peu partout, en RDC, qu'il a cité ces pays-là. Non, je crois que ce qu'il a dit, en ce qui concerne ces pays qui dépendent des formes folles pour organiser des élections, c'est impossible, c'est impensable. Au Bénin, si vous prenez les élections qui ont été organisées en 2020, en ce qui concerne les élections communales et les élections législatives en 2019, quand vous les comparez avec ce qui a été fait en 2015, je crois que nous avions fait une économie, en ce qui nous concerne, de 5 milliards de francs CFA. De 5 milliards. Or, pourquoi je le dis? Quand vous cumulez les deux élections de 2019 et de 2020, ça donne 11 milliards et quelques. Quand vous prenez les élections de 2015, législatives et 2015, législatives et communales, vous constaterez que nous sommes à plus de 14 milliards et quelques. Et quand vous faites la différence, vous constaterez qu'il y a un gap de 5 milliards. Alors, c'est à saluer. C'est pour dire que je suis resté sur ma faim. Je reste encore sur ma faim. Il aurait cité le cas du Bénin, je dirais, voilà un exemple à suivre. On doit suivre l'exemple béninois en matière des élections. Mais, vous savez, la démocratie ne se limite pas aux élections. Alors, lorsqu'il parle de sortir du fétichisme des mots, oui, notamment de la démocratie, qu'est-ce que cela sous-tend? Mais cela sous-entend que, c'est ce que j'étais en train de vous dire, la démocratie ne se limite pas qu'aux élections. C'est aussi, quand on parle de démocratie, c'est pour permettre, c'est le pouvoir, c'est vrai, par le peuple, mais c'est de permettre à ce peuple de vivre, d'avoir un bien-être qui passe par l'économie, qui passe par le social, qui passe par le culturel, qui passe par l'éducation. Or, les gens ont tendance à croire que quand on évoque la démocratie, on doit se limiter aux seules élections. Mais qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui au Bénin, M. Kader? C'est l'exemple typique, c'est pour ça que je dis M. Foka devrait citer le cas béninois en ce qui concerne non seulement le volet politique, le volet culturel, le volet économique, le volet de l'éducation, le volet social. L'arche est là en ce qui concerne le social. Le culturel est là en ce qui concerne ce que nous sommes en train de réaliser. Et l'exemple vivant, c'est ce rapatriement, ce retour de notre patrimoine. Le volet économique, je n'apprends rien à personne. Le Bénin est dans la cour des grands. Et vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, nous faisons partie des 10 meilleures économiques les plus dynamiques au monde. Alors, lorsqu'on suit cette vidéo de Alain Foka, elle pose une problématique. C'est vrai qu'il n'a pas répondu à ces interrogations lui-même, mais elle pose la problématique des démocraties électoralistes. Oui. Et on s'interroge aussi de savoir, est-ce qu'il faut faire de l'alternance au pouvoir un dogme lorsqu'on est préoccupé par le développement? Vous savez, M. Kader, je vais vous le dire, et l'exemple allemand est là. On ne développe pas un pays par l'alternative, comme les gens le pensent. L'alternance au pouvoir. Si le président Patrice Talon était resté un an comme il avait préconisé au départ, ce serait quoi aujourd'hui? Non, il faudrait que nous repensions notre système, à ce niveau-là. Il faudrait que le Bénin repense. Ce que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de mimer ce que le colon a laissé. Alors que le colon n'est pas à ce niveau où nous sommes. Regardez cette histoire de Bonn avec Mitterrand qui dit prime à la démocratie. Pourquoi pas prime à l'économie? Pourquoi prime au social? Pourquoi pas prime à ceci, cela? Donc il faudrait, à mon humble avis, que l'on revoie comment procéder pour que ce qu'on nous a imposé par nos
nous-mêmes, sans tenir compte de nos réalités, qu'on revoie cela. Moi, je suis pour que, et je l'ai dit, que lorsqu'il y a eu la révision de la Constitution, elle n'a pas été jusqu'au bout. Il faudrait qu'on revoie notre révision, notre Constitution, pardon. Il faut qu'on la revoie. Il faut qu'on la revoie, notre Constitution. Et l'adapter à nos réalités. Il faut qu'on adapte notre Constitution à nos réalités. Et j'espère, de deux choses l'une, soit les députés de la 8e, avant de partir, pourraient faire ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous appelez ainsi à une révision constitutionnelle? Mais absolument, qui tiendrait compte de nos réalités effectives et non des réalités du monde extérieur. Notre Constitution, elle correspond à nos réalités? Non, elle ne correspond pas à notre réalité, à nos réalités. On a essayé un tant soit peu, en 2019, de réajuster certaines choses, d'amender certaines choses pour coller un peu à la réalité béninoise. Mais il faut avoir ce courage. Il faut avoir ce courage. Et ils ont encore le temps. Mais nous avons le protocole, s'ils ne le font pas, de la CEDEAO, mais que la 9e législation, la 9e législature, la 9e législature ait le courage de le faire. Ait le courage de le faire, et le plus tôt possible. Pour qu'on ne le fasse pas à la veille de 2026, pour qu'on puisse veiller dire qu'on révise dans une stratégie politicienne, mais plutôt dans une stratégie de développement du pays. Parce que nous devons prendre des lois qui correspondent à nos réalités. Nous devons voter des lois qui correspondent à nos réalités et nos réalités françaises. Il faut appeler les choses par leur nom. Ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que le colon nous a imposé. Et le colon n'est pas au même niveau de développement que nous. Nous n'avions pas les mêmes réalités sociologiques, culturelles, politiques, économiques, sociales. Non. Et nous voulons faire comme la France. Nous voulons penser comme la France. Nous voulons raisonner comme la France. Nous voulons vivre comme la France. Pourquoi? Il faut que nous changions. Il faut que nous cessions cette vision des choses. Il faut avoir le courage, et c'est là où je demande à nos députés que nous allons envoyer aux élections à l'Assemblée prochainement, et même le président de la République, de voir désormais que nous ne sommes plus. Nous devons couper le cordon ombilical avec le colon. Il faut oser le dire. Merci à vous, Maître Megan. Nous sommes pratiquement à la fin, pour ne pas dire nous sommes à la fin de cet entretien. Merci pour ces échanges. Le rituel, vous le connaissez si bien. Vous allez regarder dans la caméra et vous adresser à ces internautes qui ont pris de la data mobile de leur temps, pour ceux qui se retrouvent hors du territoire national, pour suivre cette émission que nous venons de faire. Vous allez leur adresser un message qui va leur relater un peu votre position politique et votre sympathie à l'égard de Patrice Talon. Non, ce que je peux dire, c'est que le Bénin va bien. Ce que je peux aussi dire, c'est que le Bénin a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles pour se bâtir. Ce que je peux encore dire, c'est que nous sommes sur la bonne voie avec le gouvernement du président Patrice Talon. Ce que je peux encore dire, c'est que les prochaines élections que nous allons avoir en 2023, pour être beaucoup plus précis, le 8 janvier, que ce soit des élections apaisées, festives. Et ce que je peux encore dire aujourd'hui, il faudrait que le Bénin finisse avec le colon. Le colon est fini. Il faut que nous vivions désormais avec notre âme, notre culture. Je dis bien notre culture. Il faut que nous tenions compte de notre culture et que nous raisonnions avec notre sociologie. Il faut que nous raisonnions dans ce que le colon a fait, c'est-à-dire aussi aller vers le développement. C'est ça aujourd'hui. Mais si nous ne le faisons pas, nous serons toujours derrière. Et je ne veux pas. Et j'invite tous les Béninois, de l'intérieur et de l'extérieur, à comprendre désormais que le Bénin doit se prendre en main. Nous devions regarder dans la même direction, la direction du développement pour nous. Parce que, M. Kader,
personne ne viendra le faire à notre place. Voilà ce que je peux dire. Merci, Maître Migan. Chers amis internautes, on retiendra entre autres de cet entretien que notre invité, à l'entame de son intervention, a rappelé que sous le régime du président Patrice Talon, les élections sont organisées à bonne date. Il a fait savoir que pour lui, c'est un scrutin important car il sera déterminant pour les élections générales de 2026, notamment la présidentielle. Il a fait savoir que l'UDBN s'est fondu dans le bloc républicain en commentant un peu la recomposition de la classe politique, notamment depuis l'élection présidentielle, j'allais dire. Il a fait savoir au cours de son intervention que 2019, la loi avait prévu des critères qui n'ont pas été respectés. C'est cela qui a conduit à la non-participation d'une frange de la classe politique à ces élections législatives. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est une ruée vers les partis de la mouvance, a défendu sur ce plateau Maître Migan, qui est membre fondateur du parti politique Bloc républicain, membre du bureau politique de la dite formation politique. Il a fait savoir que la recherche d'un parapluie politique est une vue d'esprit sous le régime du président Patrice Talon, et donc il n'y a plus de parapluie politique sous Patrice Talon lorsque vous êtes cité dans une affaire, lorsque vous êtes accablé par une malversation financière, vous répondez de vos actes en toute quiétude, sans quand même jouir d'une certaine acquaintance politique ou d'une certaine proximité avec le chef de l'État. Il n'y a pas de doute à avoir sur la crédibilité de la Cour constitutionnelle et du scrutin à venir, nous a fait savoir Maître Migan au cours de son intervention. Il a fait savoir que toutes les décisions de la Cour Djok-Benou sont fondées et objectives. Elles sont rendues en respectant la loi, a défendu l'homme de droit. Il a salué au cours de son intervention l'objectivité du bâtonnier Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, et c'est-à-dire l'objectivité également de l'ancien Premier ministre Lionel Sissou, ancien candidat à la présidentielle de 2016. Pour lui, leurs commentaires notamment liés, l'un par rapport au retour des trésors royaux au Bénin et l'autre par rapport à la santé économique du Bénin, pour lui, sont des commentaires objectifs qui font preuve de maturité politique. Pour Jacques Migan, la préoccupation actuelle du parti politique Les Démocrates, c'est de créer les conditions pour participer aux élections prochaines, notamment les législatives de 2023, afin d'avoir les parrainages qui pourront permettre d'avoir un candidat pour la présidence, ou de soutenir un candidat pour la présidentielle de 2026. 2023 se passera, a dit notre invité, dans de bonnes conditions. Elle sera une élection qui se déroulera dans une ambiance festive et apaisée. La mouvance, selon Jacques Migan, doit démontrer son hégémonie politique. Les Béninois ont le sens du discernement, nous a martelé à maintes reprises notre invité. Pour lui, le Bloc républicain reçoit beaucoup d'adhésions. Il a argumenté largement dans ce sens. Il a affirmé que Boni Yayi, l'ancien président de la République, est très admiratif de la vision de développement du président Patrice Talon. Il a affirmé à maintes reprises, et ça y est bel et bien de Boni Yayi, qui est président d'honneur du parti politique Les Démocrates. Jacques Migan apprécie la clairvoyance et l'honnêteté de Boni Yayi, qui reconnaît la vision de développement du président Patrice Talon. Pour Jacques Migan, la démocratie au sein de sa formation politique, le Bloc républicain, se porte très bien. Il a argumenté dans le sens, il a démontré qu'il y avait des adhésions opportunistes au Bloc républicain. Il s'est interrogé de savoir pourquoi venir au Bloc républicain pour n'être que nommé directeur ou ministre dans la République. Il a donné par exemple son exemple qu'il n'est pas nommé depuis qu'il a adhéré au Bloc républicain, et son soutien est hermétiquement sans faille et indéfectible aux actions du président Patrice Talon, car il y a adhéré par vision. Pour lui, Abdoulaye Biachane Abete est l'homme qu'il faut pour gérer le Bloc républicain, et pour lui, il le gère très bien. Le problème de Wallis Zoumarou, pour ne citer que cet exemple-là, pour lui, c'est la fin, c'est la retraite d'une carrière politique. Il a partagé avec nous le fonctionnement du parti politique, le Bloc républicain, comment les consultations de la base sont effectuées, comment au sein du bureau politique, comment la décision du bureau politique prime sur la décision à prendre. Il nous a un peu expliqué cela de façon expéditive, de façon rapide. Parlons de cette vidéo de Alain Foka qui défraie la chronique depuis un certain temps. Il a fait savoir que ce que le journaliste international a dit est pertinent, mais il est resté sur sa faim. Il s'agit de Jacques Migan, car pour lui, il s'attendait qu'il illustre avec le cas du Bénin. On ne peut pas développer un pays en deux mandats, a affirmé Jacques Migan au cours de cette émission. Il veut et souhaite fortement que notre modèle démocratique tienne compte de nos réalités. Il appelle à une révision constitutionnelle pour adapter notre démocratie à nos réalités. Il a fait savoir qu'il faut adapter cette démocratie à nos réalités,
culturelle, sociologique et non aux réalités françaises, car nous n'avons pas les mêmes réalités sociologiques. Et en fin d'émission, il vous a adressé un message. J'espère que, pêle-mêle, j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Absolument. Et j'aurais bien voulu que vous terminiez par une refonte complète de notre Constitution lorsque la législature 2000, la 9e législature sera là. Absolument. Alors, il souhaite une refonte de notre Constitution. Le débat est ouvert et lancé. Nous allons y revenir probablement dans les jours à venir. Les élections, c'est encore dans des mois. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup. C'est approximativement dans 10 mois ou 9 mois, si on peut le dire ainsi. Le débat est ouvert par rapport aux élections législatives. Nous allons encore y revenir, notamment dans nos prochaines émissions. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Une fois encore, nous excuses pour les rendez-vous manqués. À très bientôt pour d'autres rendez-vous médias. Bonne journée dominicale à tout un chacun et à demain lundi pour Free Matin.